Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le projet de réforme des retraites adopté à l'Assemblée nationale, mais pas aussi largement que prévu. Abstention et opposition dans les rangs de la gauche ont donné lieu à une majorité étriquée pour cette réforme, première d'un gouvernement socialiste. Le texte arrivera fin octobre au Sénat où la partie risque d'être beaucoup plus compliquée. À Marseille, tous unis contre Samia Ghali après la ministre Carlotti, l'autre candidat malheureux à la primaire socialiste. Eugène Caselli devrait aussi apporter son soutien à Patrick Mennucci. Et face à ce front, celle que l'on surnomme l'enfant des quartiers nord de Marseille accentue ses attaques contre Matignon qu'elle accuse de tirer les ficelles en sous-main. Et puis cette question ce soir, reprise, es-tu là? La reprise économique, le gouvernement l'espère, la scrute, l'annonce, mais les Français n'y croient toujours pas et attendent des résultats tangibles. À quelques mois du scrutin municipal, il y a urgence pour le couple exécutif qui s'enfonce dans une impopularité durable. À droite, certains vont jusqu'à mettre en cause la légitimité du gouvernement. On en parle avec de nombreux invités, c'est le grand débat du mardi soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Et pour commencer ce journal, on prend tout de suite la direction de Genève où se déroulent les négociations sur le nucléaire iranien avec l'espoir de profiter de la nouvelle atmosphère incarnée par le président Rouhani. Espoir donc de parvenir à un accord diplomatique, mais la méfiance reste de mise. On voit tout cela avec Florent Gando. 48 heures pour sortir de l'impasse et pour essayer de relancer le dialogue entre l'Iran et les Occidentaux, États-Unis, France et Royaume-Uni en tête. En panne depuis avril dernier, les négociations sur le programme nucléaire iranien controversé ont repris aujourd'hui à Genève sous le signe de la détente. La diplomatie européenne semble optimiste quant à la présentation d'une feuille de route par l'Iran dont certains termes demeurent encore confidentiels. Nous espérons que l'Iran viendra avec des propositions constructives et concrètes aujourd'hui. Nous nous réjouissons beaucoup de leurs idées. De notre côté, nous sommes ambitieux pour avancer rapidement. Nous espérons que nous aurons de jours très productifs. Les négociations présidées par Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne, pourraient apaiser les craintes d'une communauté internationale inquiète du développement par l'Iran d'un programme militaire suffisant pour fabriquer la bombe atomique. Nous présentons nos propositions dans un environnement positif et la réaction était bonne. Le climat de la rencontre était très bon et constructif. Si l'Union européenne reconnaît que Téhéran envoie des signaux propices aux négociations depuis l'élection du nouveau président Hassan Rouhani, l'Iran devra toutefois montrer patte blanche pour espérer la levée des sanctions économiques pesant sur elle. Au-delà des mots, les négociateurs attendent maintenant des gestes concrets du nouveau pouvoir iranien. Seule voix discordante dans l'optimisme ambiant, celle de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a de nouveau brandi la menace d'une intervention militaire afin d'empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. On la surnomme l'enfant des quartiers nord de Marseille ou encore l'indomptable. Et justement, elle ne compte pas du tout se laisser faire. Samia Ghali contre-attaque de plus belle. Alors qu'un front se forme pour lui faire barrage à la primaire socialiste, la sénatrice accuse directement Matignon de tirer les ficelles en sous-main. À droite, l'actuel maire Jean-Claude Gaudin boit du petit lait. Les détails avec Nathalie Guillouard. La primaire à Marseille, un pari manqué pour les socialistes qui aujourd'hui fait le jeu de la droite. Et surtout, du futur candidat UMP à la mairie de Marseille, le sénateur Jean-Claude Gaudin, bien placé pour en tirer profit. J'observe que ces gens-là doivent s'aimer les uns les autres et qui donnent un spectacle assez lamentable. Alors l'attaque, c'est contre le clientélisme, afin que chacun s'en empare. Ouais. Pas un mot en revanche sur sa supposée préférence pour la candidate Samia Ghali. Du côté de la gauche, l'ambiance est plus tendue. François Rebsamen, le chef de file du groupe, et Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, sont fuyants dès qu'on aborde le sujet des primaires. Et quand on s'exprime au Parti socialiste, c'est pour relativiser la situation. Je ne sais pas lequel des deux candidats sortira des urnes de la primaire dimanche prochain, mais de toute façon, celui qui sera choisi par les Marseillais sera le bon candidat, celui que la gauche soutiendra et celui qui fera le rassemblement autour de lui. Les deux sont des bons candidats.
Mais l'accalmie aura été de courte durée. Samia Ghali dénonce aujourd'hui une manœuvre de Matignon dans le rapprochement annoncé d'Eugène Caselli à Patrick Mennucci et déclare « C'est moi la candidate de Marseille, les autres sont les candidats de Paris ». Dans ce contexte, l'appel de la Haute Autorité des primaires à respecter les règles de bonne conduite dimanche prochain passerait presque inaperçu. Et puis cette question ce soir, reprise, es-tu là? La reprise économique, le gouvernement l'attend, l'espère et l'annonce en s'appuyant sur certains indicateurs qui sont passés au vert, mais pas tous, loin de là. C'est le cas par exemple du nombre des faillites d'entreprises en augmentation de 7,5% au troisième trimestre. On voit tout cela avec Monir Soussi. Le redémarrage économique n'enraye pas les plans sociaux. Alcatel-Lucent, en pleine restructuration, réduit ses effectifs aux 4 coins du monde et la France n'est pas épargnée. 900 suppressions d'emplois affichées aujourd'hui. On n'a pas du tout de détails ni par site ni par activité, mais c'est un vrai volume. On sort d'un plan qui a supprimé déjà 900 emplois, qui n'est même pas fini en ce moment, quoi. Des licenciements qui tranchent avec les chiffres encourageants sur le front de la croissance et l'optimisme du gouvernement. Il y a une reprise en France, elle est indéniable. Il faudra sans doute quelques mois pour qu'on l'aperçoive, quelques semaines peut-être pour qu'on l'aperçoive. Certains l'aperçoivent déjà. Si les entreprises tournées vers l'international tirent un peu mieux leur épingle du jeu, les PME, elles, tardent à voir venir le rebond. Au troisième trimestre, les tribunaux ont enregistré 12 790 dépôts de bilan, du jamais vu depuis 1993. Mais ces mauvais chiffres ne sont pas forcément le signe d'une augmentation des licenciements. On est sur des toutes petites entreprises, puisque 9 dépôts de bilan sur 10 sont des TPE de moins de 10 salariés, ce qui n'était pas le cas il y a seulement un an ou deux. On avait des PME plus structurées qui, effectivement, avaient des soucis. Et quand vous voyez les commerçants, quand vous voyez l'hôtellerie-restauration, ce sont des secteurs qui souffrent aujourd'hui. Des secteurs essentiellement dépendants de la consommation des ménages, qui, pour l'instant, restent toujours à tonnes. Et sur ce sujet, on apprend à l'instant que Natixis, la banque d'investissement, prévoit de supprimer entre 700 et 1000 postes d'ici à 2015. Ce sont les syndicats qui l'indiquent ce soir. Nous reviendrons justement sur la situation des entreprises et plus largement sur la situation économique tout à l'heure. C'est le cœur de notre débat ce soir autour de la reprise espérée, annoncée par le gouvernement, mais pas ressentie par les Français qui n'y croient pas. Mais d'abord, on va parler de ce qui marche aussi dans ce journal avec des exemples concrets. Ce sont, vous allez le voir, des possibilités offertes par le très haut débit, notamment dans le domaine de la santé. C'est ce que l'on appelle la télémédecine. Notre journaliste Paul Bouffard s'est rendu au centre hospitalier de Beauvais. Regardez. L'image est très claire et je vous entends très bien. Au centre hospitalier de Beauvais, la consultation se fait par écran interposé. Depuis 2011, une unité de télémédecine s'organise. Face au docteur Boutet, une infirmière en direct de l'hôpital de Chaumont en Vexin, à 30 km de là. Plus de trajet inutile en ambulance, le patient descend simplement de sa chambre pour consulter à distance. Ça augmente les chances du patient lorsqu'il est pris d'une pathologie urgente, notamment présence d'un accident ou suspicion d'un accident vasculaire cérébral chez un patient qui arrive aux urgences de l'hôpital d'Abbeville. Il est pris en charge instantanément par un neurologue qui est situé au CHU d'Amiens et on évite ce temps de transport qu'il y avait avant. Il fallait transporter le patient au CHU d'Amiens, on perdait 1 heure. Selon les médecins, l'alliance e-santé et THD, entendez très haut débit, pourrait bien faire reculer les déserts médicaux. Depuis qu'on a la fibre optique, dans nos systèmes de communication, même si tout n'est pas toujours parfait, c'est quand même meilleur pour la qualité des transmissions et la qualité des informations qui se transmettent par réseau. Dermatologie, cardiologie ou encore chirurgie, tous les domaines de la médecine s'engagent. Alors une révolution, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas c'est une évolution culturelle essentiellement parce qu'il faut que les professionnels de santé s'adaptent à cette nouvelle pratique professionnelle. Les patients eux s'y adaptent très très vite. Alors là, on n'a jamais eu de refus de patients pour une téléconsultation. Par contre, les professionnels de santé, il faut qu'ils adaptent ce temps de téléconsultation dans leur pratique habituelle. À Beauvais, l'unité est encore en expérimentation. Toutefois, en Picardie, 1000 téléconsultations s'opèrent chaque mois. La suite du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité en France et dans le monde. C'est le tour de l'info de Jérôme Rabier.
Premier obstacle passé pour la réforme des retraites votée aujourd'hui à l'Assemblée. Mais seuls les socialistes ont dit oui et encore 17 députés de l'aile gauche du parti se sont abstenus aux côtés des Verts et des radicaux de gauche. Présents devant le Palais Bourbon, les syndicats ne comptent pas déposer les armes malgré ce vote et attendent désormais le passage au Sénat où le texte sera étudié à partir du 28 octobre. Je considère que c'est une erreur historique et que ça fera, si c'est voté, une cicatrice qui sera profonde. Il n'y a pas de risque avéré, mais mieux vaut éviter de trop s'exposer. Voilà la recommandation en demi-teinte de l'Agence nationale sanitaire sur les ondes électromagnétiques émises principalement par les téléphones portables. Utilisation aux enfants déconseillée et généralisation du kit main libre sont préconisées à l'heure où l'ensemble des opérateurs passent au réseau 4G plus rapide et plus puissant. Mais pas de quoi s'inquiéter pour la ministre de l'économie numérique. C'est une technologie, la 4G, qui est moins émettrice d'ondes que la 3G ou la 2G. Donc je crois qu'il faut trouver de bon équilibre entre les inquiétudes légitimes de certains de nos concitoyens et en même temps le déploiement de ce réseau moderne qui fait aussi la compétitivité de notre économie. C'est une première en France et l'initiative du UFC Que Choisir doit permettre de réduire la facture de gaz des Français. L'association de consommateurs s'est associée à un fournisseur privé, le belge Lampiris, et a négocié une offre inférieure de 13% au prix du tarif réglementé. Une réduction minimum puisqu'en fonction du nombre d'abonnés au 25 novembre prochain, le prix sera sensiblement diminué. 81% des Français sont pour l'instant toujours abonnés au fournisseur historique GDF Suez. C'est environ 400 immigrés qui ont été secourus la nuit dernière en Méditerranée lors de 3 opérations distinctes dont 2 menées par la marine italienne. Des sauvetages qui interviennent après la décision du gouvernement Letta de lancer l'opération Mare Nostrum pour renforcer la présence militaire en Méditerranée et ainsi éviter que ne se reproduisent les drames qui ont coûté la semaine dernière la vie à près de 400 migrants au large de l'île de Lampedusa. Le dessin du jour est signé Willem dans Libération. Sous son crayon, une des raisons qui peut expliquer la progression du Front National après sa victoire lors de l'élection cantonale partielle de Brignoles ce dimanche. La suite du 22h et c'est l'heure du grand débat du mardi soir. À quelques mois des municipales, il y a urgence pour le couple exécutif Hollande-Hérault qui s'enfonce dans une impopularité durable. Le gouvernement compte sur la reprise et une embellie économique pour rebondir et récolter enfin les fruits de sa politique, mais les Français n'y croient pas. Alors quelle est la réalité du terrain? Pourquoi les Français perçoivent-ils un si grand décalage entre les discours et ce qu'ils vivent? On en parle avec nos invités ce soir. Jean Arthuis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, ancien ministre de l'économie et des finances, vice-président de l'UDI et sénateur de la Mayenne. Avec nous également François Marc, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, rapporteur général socialiste de la commission des finances au Sénat, sénateur du Finistère. Avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et le sondeur Jérôme Sainte-Marie, président fondateur de l'Institut Pollingvox. Bonsoir. Bonsoir. Alors à quelques mois des municipales, le gouvernement multiplie les interventions dans les médias, au Parlement pour dire que ça va aller mieux. Avec ce message aux Français, nous vous avons demandé beaucoup d'efforts et viendra le temps bientôt de la redistribution. Est-ce que vous y croyez, Jean Arthuis? Je voudrais y croire, mais je ne vois pas de signe, au contraire. Les dépôts de bilan, les procédures d'alerte se multiplient, les emplois disparaissent. François Marc, qui était élu de Bretagne et du Finistère, est bien placé pour voir à quel point il y a dans les territoires de la désespérance. Donc on ne voit pas où est le potentiel de reprise. Et le projet de loi de finances qu'on nous présente aujourd'hui ne contient pas de réformes structurelles et de mesures qui pourraient redonner de la compétitivité aux entreprises. C'est là mon interrogation et mon scepticisme. J'entends bien le gouvernement, ses annonces très optimistes, sans doute dans son rôle, mais j'ai peur qu'il y ait un décalage total et c'est ce qui fait le désenchantement des Français. Alors, ils ont l'impression qu'on leur raconte des histoires. On va rentrer dans les détails. François Marc, sur l'aspect politique, on a l'impression que la reprise, c'est la bouée de sauvetage. C'est la dernière bouée d'un exécutif qui dévisse dans les sondages, qui est aussi dérouté par le score des extrêmes. Est-ce que vous dites aussi qu'il y a urgence, que votre politique porte enfin ses fruits?
Il y a urgence, et pour les Français aussi d'ailleurs, probablement, dans l'esprit de tout le monde aujourd'hui, à retrouver une marge significative et une amélioration sur le terrain de l'emploi et de la croissance. Je crois que la situation que l'on évoquait à l'instant sur la Bretagne, avec l'agroalimentaire, c'est comme dans d'autres secteurs, c'est la résultante de politiques qui datent de plusieurs années. C'est pas parce qu'il y aurait une mauvaise politique aujourd'hui qu'il y a tout d'un coup des problèmes dans l'agroalimentaire en Bretagne. On sait très bien que ça date de plusieurs années. Par contre, on sait aussi que les indicateurs économiques aujourd'hui sont en train d'évoluer dans le bon sens et que le taux de croissance est annoncé en hausse sensible par rapport à ce qu'il était au cours de la stagnation des années passées. Donc il y a des signes d'espoir et je crois que le gouvernement a raison de s'appuyer sur tous ces indicateurs européens. Sur la colère aussi en Bretagne, est-ce que vous suggérez, enfin, ce qui se passe en termes de suppression d'emplois, c'est aussi une question d'héritage, Jean Arthuis, vous êtes d'accord? Non, mais je crois qu'il faut qu'on arrête votre héritage de se balancer l'héritage à la figure. C'est vrai qu'hier, on n'a pas eu le courage de prendre les bonnes décisions, qu'on a reporté sans cesse les réformes structurelles. Cette espèce de va-et-vient, de combat entre la majorité et l'opposition est à la limite du ridicule. Nous avons des problèmes à résoudre qui nous appellent à beaucoup de lucidité, à beaucoup de courage. Et moi, j'aimerais bien qu'on arrête de dire, bon, au fond, on n'y est pas pour grand-chose, parce qu'avant, c'était pas bien. Je crois qu'il faut qu'ensemble, aujourd'hui, nous prenions la mesure de l'ampleur des réformes à accomplir, qu'on l'explique à nos concitoyens. C'est à ce moment-là que l'on va retrouver la compétitivité, la croissance. Et j'en suis persuadé qu'on va inverser la courbe du chômage. Pour l'instant, les Français, ils n'y croient pas, ils ne voient pas les résultats. Jérôme Sainte-Marie, ce qui prime pour les Français, c'est la politique par la preuve. Il faut des résultats tangibles, concrets. Oui, forcément, enfin, on attend tous des résultats d'une politique. Mais non, ce qui est frappant, c'est de voir le scepticisme total des Français par rapport à l'évolution économique. 61% des Français n'ont pas des connaissances économiques particulières, mais ce qu'ils ressentent, c'est que l'économie ne repart pas, 61%. Et également, ils ne font pas confiance au gouvernement dans les proportions des 3/4 désormais pour justement relancer cette économie. Et dernier point, il faudra peut-être y revenir, ce qui est frappant également pour un gouvernement de gauche, et notamment par rapport à la critique qui avait été faite du président précédent, c'est que 75% des Français considèrent que les efforts sont mal répartis. Donc il y a à la fois, si vous voulez, un manque d'efficacité, mais également un manque de performance sur le champ du social. On attendait davantage peut-être cette équipe. Mais vous avez dit pas de confiance, François Marc, c'est-à-dire qu'il y a un problème de crédibilité dans votre politique économique, qui est le fondement d'une politique même. Je crois que les efforts que Jean Arthuis évoquait tout à l'heure, qu'il a essayé de mettre en œuvre quand il était dans la majorité ou du côté de la majorité avec sa TVA sociale, c'était une de ses grandes idées, le gouvernement actuel essaye avec le CICE de développer un dispositif favorable aux entreprises pour retrouver de la compétitivité et favoriser l'emploi. Donc on est, je crois, dans un certain nombre de décisions aujourd'hui qui visent à redonner une marge aux entreprises. Cette année, la fiscalité pour les entreprises est tout de même dans une situation plutôt satisfaisante. Ah bon? Et non mais, non, mais c'est pas le ressenti des entrepreneurs. On n'a pas d'augmentation de la fiscalité des entreprises dans ce budget. Dans les décisions qui vont être soumises aux parlementaires, il n'y a pas d'augmentation de la fiscalité des entreprises. C'est ce qui était souhaité et c'est ce qui va être obtenu. Je pense qu'en effet, le crédit d'impôt compétitivité emploi est une démarche que je salue. Parce qu'elle brise deux tabous. Le tabou qui voulait qu'il n'y ait pas de problème de charge sociale. Et le deuxième tabou qui considérait que toute augmentation de TVA était un chemin interdit. Ces deux tabous-là, et je rends hommage au gouvernement de Jean-Marc Ayrault, sont tombés. Le seul problème... Ça lui fait du bien parce que les hommages sont rares. Le seul problème, c'est qu'on a utilisé un mécanisme qui, à mes yeux, est quand même une petite cosmétique budgétaire, puisque les entreprises vont constater au 31 décembre 2013 qu'elles ont une créance sur l'État de 10 milliards, mais vous chercherez vainement dans les comptes de l'État la dette envers les entreprises. Bon, et par ailleurs, c'était quand même infiniment plus simple de réduire les taux de cotisation, notamment d'allocation familiale. Et pour le reste,
10 milliards, ça ne suffit pas. Le basculement qu'il faut opérer, c'est à mon avis d'au moins 50 milliards. Alors vous rendez hommage sur ce point au gouvernement. Toutefois, vous nous avez dit tout à l'heure que vous reprochez au gouvernement aussi de chausser des lunettes roses pour voir la reprise. Jean-Luc Gombault, on peut aussi comprendre que le rôle d'un gouvernement, c'est donner de l'espoir. C'est rare d'entendre un gouvernement qui dit noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Il cherche à combattre la sinistrose, les Cassandres, qui sont nombreux les Cassandres. Oui, alors, ils sont très nombreux et je pense que leur camp s'accroît. Le problème d'un gouvernement, je crois que c'est qu'il faut que les gens lui disent dites-nous la vérité. Et en même temps, faites-nous espérer. Et il y a une contradiction fondamentale entre dire la vérité et faire espérer. Et effectivement, vous connaissez la phrase de Napoléon, les hommes croient en ce qu'ils espèrent. Donc effectivement, le gouvernement croit en ce qu'il espère, la reprise, et je pense qu'il prend un risque, mais un risque légitime. Parce que si dans les prochains trimestres, on ne la voit pas, cette reprise, il a tellement matraqué qu'elle était là, il y a un désaveu majeur qui s'opère. Ensuite, je pense quand même qu'il y a un effort important qui a été fait dans le budget qui va arriver au Sénat et qui a été voté aujourd'hui. J'ai fait un relevé. La crise éclate. Qui est examinée aujourd'hui, oui. Qui est à l'Assemblée nationale, qui a été votée, et là qui va être examinée à l'Assemblée nationale, qui va aller au Sénat ensuite. La crise commence en 2008. Que fait M. Sarkozy à l'époque? Il fait un plan de rétablissement des finances publiques important présenté par M. Fillon. Et quand vous regardez les chiffres, vous verrez que 15% de l'effort porte sur la dépense publique. Et dans les deux plans qu'il a présentés. Quand M. Ayrault arrive en mai, il fait un collectif budgétaire, il fait un rétablissement et 17% de l'effort va porter sur la dépense. Dans le budget 2013, 30% de l'effort portera à porter sur la dépense. Et dans le budget 2014, 80% de l'effort porte sur la dépense. Voilà, donc il y a quand même... Avec les chiffres, pardon, ça veut dire quoi, Jean-Luc? Ça veut dire que l'effort, au lieu de porte évidemment sur la fiscalité, mais porte de plus en plus sur la dépense publique, 15 à 17% avec monsieur... Oui, sauf que, si vous permettez, le montant des dépenses de l'État reste pratiquement le même en 2014 par rapport à 2013. Tout à fait, tout à fait. Oui, mais donc voilà. On peut annoncer qu'il y a un effort, mais je ne le vois pas dans le montant de la dépense, des crédits engagés par l'État. Un tout petit mot pour dire que quand même... Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une prise de conscience quand même, qu'il y a un problème de la dépense publique, et que la méthode, les 15% de M. Fillon-Sarkozy, c'est la même méthode technique que je compare deux méthodologies comparables. Il y a les dépenses, il y a aussi... C'était le plan de relance. Il y a les dépenses, il y a aussi les résultats concrets pour les Français. Sur le plan politique, François Marc, la droite, et en particulier Christian Jacob, patron des députés UMP à l'Assemblée, a parlé, je cite, d'une débandade totale du gouvernement. Il s'interroge sur la légitimité du gouvernement et sur le Premier ministre en raison, dit-il, de l'échec total de sa politique. Que lui répondez-vous? L'échec de la politique gouvernementale depuis un an, et le budget 2013 avait été mis en place à partir d'un certain nombre d'orientations qui étaient déjà prédéfinies. Je crois qu'on va voir le résultat de la politique de Jean-Marc Ayrault dans 2 ans. Mais vous entendez ce procès en illégitimité? Non, je comprends pas. Enfin, c'est de bonne guerre pour l'opposition de dire que la majorité n'est pas dans son rôle ou que les choses sont pas bien faites. C'est des choses qu'on entend régulièrement. Mais il me semble qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation que M. Jacob et ses amis ont laissée à la France, avec une dette invraisemblable, des déficits gigantesques... L'héritage, toujours l'héritage. Non, mais écoutez, vous me parlez des propos de M. Jacob et de ses amis. Je regrette, mais aujourd'hui, je crois que c'est pas fondé et c'est malvenu de la part de gens qui ont laissé le pays dans cet état. Et s'agissant des impôts, simple chiffre, on nous reproche d'avoir trop sollicité les impôts. Je rappelle que dans le budget 2011, on avait sollicité les impôts pour 20 milliards. Dans le budget 2012, on avait sollicité les impôts pour 13 ou 14 milliards. Et effectivement, la nouvelle majorité a rajouté 8 milliards. Et nous allons cette année solliciter les impôts uniquement de 1 milliard. Et donc vous voyez qu'on baisse la sollicitation des impôts. François Marc, il y a un véritable ras-le-bol fiscal. Jérôme Sainte-Marie, ça dans tous les sondages, on l'a vu. C'est une réalité, un ressenti, une perception des Français? Oui, enfin, je vais être quand même très prudent par rapport à ces sondages qui demandent aux gens s'ils ressentent le ras-le-bol fiscal. Évidemment, ils répondent oui, mais c'est quelque chose qui, sincèrement, est un peu mécanique. Non, ce qui peut-être me paraît plus préoccupant, si vous voulez, pour l'exécutif actuellement et pour l'effet d'entraînement que le discours politique peut avoir par rapport à la population, c'est qu'il y a eu, je crois, quand même 2 malentendus importants entre cet
cette équipe et les Français. Sans même parler de la campagne électorale où, à mon avis, il n'y avait pas un mandat très clair enfin, l'accent n'était pas spécialement mis sur la réduction de la dépense publique, c'est pas ce que les électeurs de gauche avaient entendu en tout cas. Mais toujours est-il que depuis que l'exécutif est là, il y a eu 2 moments importants. Je crois quand François Hollande, à maintes reprises, a annoncé que le chômage allait baisser à la fin de l'année, ça a engendré un scepticisme justifié ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas économiste ni devin, mais qui en tout cas un scepticisme profond qui a même contaminé l'ensemble de la parole présidentielle. Et il y a eu aussi un autre moment, là ça concerne le Premier ministre, les Français ont cru entendre que 9 Français sur 10, en tout cas une proportion importante, je ne sais pas la parole exacte, il me semblait que c'était 9 sur 10 à la télévision, n'est-ce pas, dans une émission importante, eh bien, le Premier ministre a annoncé cela, là encore je n'ai pas les chiffres de la fiscalité, mais en tout cas ce que je sais c'est que les Français ne le croient absolument pas. Donc sur 2 sujets majeurs, les quelques sujets, il y en a très peu finalement où les Français identifient à peu près les réalités économiques. Il y a très peu d'indicateurs qui sont à disposition, si vous voulez, intellectuellement de l'ensemble de la population. Les impôts et le chômage, là, la parole de l'exécutif, pour l'instant, n'est pas crue. Alors, je vais laisser répondre Jean Arthuis et donner la parole à Jean-Luc Gombault. Restons justement sur la fiscalité. À présent, regardez notre enquête du 22h autour du ressenti fiscal, qui est quand même, dans beaucoup de sondages, un ras-le-bol. Pour certains entrepreneurs, trop, c'est trop. Eh bien, ils ont décidé de ne plus payer leurs charges patronales. Et ils se sont rassemblés dans un mouvement baptisé les Tondus. Cécile Sixout, elle est à la rencontre de ces jeunes entrepreneurs qui se rebellent. Regardez. Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles, taxe sur l'édition des ouvrages de librairie, taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression, sur les huiles alimentaires. Et la liste est encore longue pour Guillaume, ce gérant d'une entreprise de loisirs, excédé de galérer à chaque fin de mois, décide en juillet de ne plus payer ses charges patronales et crée le mouvement des Tondus. Il invite tous les chefs d'entreprise à le suivre. Aujourd'hui, il n'y a pas de chef d'entreprise qui puisse survivre avec la pression fiscale que nous subissons. Le chef d'entreprise n'a pas de sécurité sociale. S'il en veut une, il faut qu'il cotise au RSI. Il n'a pas, en cas de faillite ou de fermeture ou de revente de son entreprise, il n'a pas d'allocation au chômage. Il cotise, mais il n'y a pas le droit. Et enfin, il n'a pas de retraite. S'il veut une retraite, pareil, il faut qu'il cotise encore. Et ce qu'on demande aux chefs d'entreprise en termes de cotisation est 100 fois plus important que ce que l'on demande aux salariés. 3 mois après, il revendique plus de 300 000 petits chefs d'entreprise, comme Anna, gérante de ce restaurant de pâtes. Il y a 2 ans, elle a racheté une franchise pour 80 000 € et réinjecté depuis 16 000 €. Mais aujourd'hui, il manque toujours 4 000 € dans sa caisse. Le but d'être entrepreneur, c'est pas forcément de payer des charges, mais c'est de développer une affaire, donc d'embaucher des gens, donc plus de croissance pour le pays. C'est pas pour que nous, on ne puisse pas se payer. Enfin, moi, je ne peux pas payer mes factures, je suis obligée de demander à mes parents. En se payant 500 €, Anna s'en sort grâce au salaire de son mari. Professeur, il consacre tout son temps libre au restaurant. Nous, on avait l'intention de mettre quelqu'un pour nous remplacer. Et c'est pas possible, on ne peut pas. Anna comme Guillaume ont donc fait un choix radical, arrêter de payer certaines charges, une façon de mettre la pression sur le gouvernement en toute légalité, selon leur avocate. Si je conteste cette part patronale, je ne me mets pas dans l'illégalité. Non, c'est absolument pas illégal de contester, c'est juste l'utilisation d'un moyen de droit qui est ouvert par la loi. Et Guillaume a fait son calcul. Depuis le début de la grève de l'impôt de ces Tondus, le manque à gagner serait de 9 milliards pour l'État. Jeudi, ils seront à l'Assemblée nationale et espèrent être entendus, car pour eux, la survie de leur société est en jeu. Voilà pour ce reportage, cette enquête sur les Tondus qui se sentent plumés justement. Jean Arthuis, quelle est votre réaction à ce mouvement des Tondus? D'abord, j'observe que le gouvernement prend des positions et puis de temps en temps recule. Il y a eu les pigeons. Il y a eu le projet de taxer l'excédent brut d'exploitation. Il y a eu un fort mouvement de protestation de la part des responsables d'entreprise et le gouvernement a fait marche arrière. Alors je comprends qu'aujourd'hui, chacun tente sa chance. Après tout, ça marche. Cette instabilité fait que on ne sait plus très bien où on est et qu'au fond, c'est peut-être pas inutile. À l'heure de la médiatisation, des réseaux sociaux, on fait des commentaires. Vous reconnaissez des incohérences, des virages à 180 degrés, des zigzags. Ceci est très préjudiciable. Et s'agissant des impôts, il ne suffit pas d'augmenter les barèmes d'impôts pour que le produit de l'impôt progresse à due proportion.
On vient de le constater. Vient un moment où l'excès d'imposition ne génère plus rien. C'est-à-dire que les contribuables s'organisent. D'un seuil absurde, quand on avait dit les contribuables s'organisent, prennent des dispositions pour échapper à l'impôt, pour le contourner, se délocaliser, que sais-je. Sur le reportage, un petit mot quand même. Je ne sais pas ce que leur conseille leur avocat, mais est-ce qu'il est raisonnable de dire à ces gens de prendre un risque, parce que le berger qui surveille les moutons tondus a un chien loup. Donc, je veux dire, il faut faire attention quand même. Ils peuvent aller dans le mur, ces gens-là. Donc, après, ils font ce qu'ils veulent. Hein, mais je voulais simplement faire cette précision-là. Si vous écoute ce soir, voilà. Un bon conseil de Jean-Luc Gombault. Sur les incohérences, les zigzags du gouvernement en matière fiscale. Je crois qu'il y a deux situations. Il y a une première situation qui est le débat budgétaire. Et une deuxième situation, c'est une fois que le budget est voté et que les conditions sont définies, que la loi est votée, eh bien, il y a nécessité pour chacun de respecter la loi. Mais pendant le débat budgétaire, est-ce qu'on peut parler de zigzag? Non, je crois que c'est le débat, c'est la méthode de gouvernement qu'a choisi Jean-Marc Ayrault, c'est d'être dans le dialogue, d'écouter, de corriger éventuellement la copie. Les annonces sont faites début septembre et le budget est voté en décembre, donc en 3 mois, on a le temps de recueillir les points de vue, de modifier un certain nombre de choses. De toute façon, ce sera voté dans une direction ou une autre, et c'est ça qui compte. Vous parlez, juste un instant, vous parlez de correction du budget, François-Marc. On va écouter la réaction ce soir d'un député Front de Gauche qui a très envie de corriger votre budget. Regardez, écoutez. Après les retraites, le budget et le budget de la Sécu qui sera de la même veine, on est vraiment dans une situation où malheureusement j'ai l'impression que la majorité gouvernementale a oublié ses promesses de campagne et a oublié pourquoi elle avait été élue et par qui elle avait été élue. Jean Arthuis, qu'est-ce qu'il dit ce budget de la politique du gouvernement selon vous? D'abord, je pense que la communication du gouvernement dispose de marge de progression considérable. Ah oui, c'est joliment tourné ça pour dire que le ministre, c'est pas ce qu'il faut pour le moment. Ouais. Le ministre de l'économie et des finances, dès le début du mois de septembre, a jugé opportun de faire une pré-annonce des orientations budgétaires. Et ça a été assez pathétique. C'est le débat. Alors c'est le débat, mais ceux qui nous observent, ceux qui ont à investir, ceux qui s'organisent dans la durée, ne peuvent pas comprendre ce langage. Ils sont à la merci de moments d'émotion, Oui, justement, sur ce point de cette visibilité ou ce manque de visibilité, c'est le cas? C'est ce que vous ressentez Eh bien, de la politique, de la vision économique, fiscale et tout cela. Le problème, si vous voulez, pour un gouvernement de gauche, et là ça se révèle encore une fois, par rapport dans son discours sur les entreprises, et sa politique par rapport aux entreprises, et là le reportage le montre d'une certaine manière, enfin un peu en creux, c'est que derrière le même vocable entreprise, on met des choses qui n'ont pas du tout la même réalité, en tout cas aux yeux des Français. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une démonisation facile, justifiée ou pas, j'en sais rien, de la grande entreprise, des profits boursiers, l'accumulation d'un certain capital, etc. Et inversement, il y a une valorisation très forte dans l'esprit français du petit artisan, du petit commerçant, ce qu'on nous montre dans ce reportage, mais qui n'est pas tout à fait, qui n'épuise pas, si vous voulez, la notion de terme d'entreprise. Donc tout le monde est favorable, évidemment. On peut pas, sinon on aurait fait une émission de plusieurs heures, oui. Oui, sauf que quand même, rappelons quand même que, encore une fois, le contenu de la campagne de François Hollande, qui était d'ailleurs à peu près la seule campagne qu'un candidat de gauche, fût-il social-démocrate, puisse tenir, eh bien, c'était quand même une attaque sur la finance, une attaque finalement sur, allez, disons le mot, le grand capital. Donc c'est... Là, il y a une articulation du discours qui, pour l'instant, n'est pas faite, en quoi, effectivement, on protège la petite entreprise et on ne baisse pas les bras face à la grande. Jean-Luc Gombault, oui. Il y a caricaturer les choses. Il y a un problème de visibilité, incontestablement, je pense. Mais il ne faut pas sous-estimer la crise. C'est-à-dire que c'est la crise qui rend tellement difficile. Et plus ça va, plus on a du mal à se projeter. C'est une circonstance atténuante oui, c'est une circonstance, à mon avis, atténuante. Alors, en même temps, cette crise obligerait à être beaucoup plus, je dirais, stable dans les prévisions, à être beaucoup plus scientifique, objectif, mais en même temps, elle brouille un peu les choses. Et c'est vrai que le gouvernement a l'air de pas marcher très droit. C'est vrai, mais en même temps, il y a un certain ballottage dont il n'est, à mon avis, pas totalement responsable, parce que la situation est d'une complexité que je crois rarement vue. Et effectivement, ça donne cette idée un peu, par exemple sur la question de la reprise, par exemple, c'est absolument clair. Oui, moi je pense que le gouvernement aurait intérêt
à reconnaître une bonne fois ce qu'est l'entreprise. Il est d'usage, lorsqu'un ministre des Finances vient présenter son budget devant le Parlement, de dire ben voilà, les impôts sont en légère augmentation, voilà ce qui sera payé par les entreprises, voilà ce qui sera payé par les ménages. Ce discours est politiquement impeccable. Mais au fond, y a-t-il un seul impôt payé par les entreprises qu'on ne retrouve pas dans le prix qui est demandé aux consommateurs, au stade ultime? En maintenant, comme on le fait, des impôts sur la production, les charges sociales, financer la protection sociale avec des impôts qui accroissent le coût du travail. On aboutit à quoi à l'heure de la mondialisation? À quoi? À des délocalisations d'activités et d'emplois. Et voilà comment on fait du chômage de masse, comment on désindustrialise le pays, comment on désespère nos concitoyens. Donc ce discours-là, j'aimerais que nous puissions le tenir dans une vision suprapartisane, François Marc. Justement, François Marc, et on va parler aussi de votre territoire, parce que tous nos regards se tournent bien sûr vers les grands groupes qui licencient en Bretagne, Gad et Doubs. Les ravages de la crise sont loin d'être terminés pour ces salariés. Et quand on entend le ministre de l'économie dire « la reprise est là », comment ça peut être perçu dans ces territoires que vous représentez? Non, mais oui, je vais répondre à la question, mais sur le sujet budgétaire, vous avez montré à l'instant, par une interview, un député du Front de gauche qui considère que les choses ne sont pas bien faites. Et à droite, on entend aussi dire les choses ne sont pas bien faites. Le gouvernement ne fait pas le budget comme il faudrait faire. Moi, ce que j'attends, c'est non pas des critiques systématiques, c'est des propositions concrètes. Et malheureusement, parfois, on ne les entend pas. Donc, je crois qu'il y a une dimension courage. Il y a du courage à vouloir aujourd'hui régler simultanément toutes les questions qui se posent sur le déficit public et sur les entreprises, sur la croissance. Donc il y a une équation très complexe et je crois que le gouvernement Ayrault essaye de répondre. Voilà pour le plan national. Concrètement, sur les territoires, la Bretagne, Gad, Doubs, quand on dit que la reprise est là alors que les salariés supportent et craquent sous le poids de la crise, comment ça peut être ressenti ça sur le terrain? Eh bien, je vous dirais que la situation vécue est effectivement vécue d'une façon très douloureuse par de nombreuses familles. Que, en l'occurrence, s'agissant de Gad, il s'agit d'une baisse de la production porcine de plusieurs pourcents depuis de nombreuses années et que on a aujourd'hui une surcapacité d'abattage en Bretagne. Donc on a une situation très difficile à gérer. Non, une situation très difficile à gérer. Et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Peut-être que c'est votre territoire. Qu'est-ce que vous attendez de votre propre gouvernement sur ce dossier? Je pense qu'on a des entreprises privées qui aujourd'hui jettent l'éponge, puisque c'est la CECAP, c'est Gad qui jette l'éponge. L'entreprise a un plan de redressement qui est validé, et donc il y a une suppression d'emplois de cette entreprise, comme il y en a eu dans d'autres secteurs. 880 emplois dans l'unité de l'Ampoule-Guimillot à 7 km du lieu où j'habite. Donc c'est un problème que je vis au quotidien avec beaucoup de mes concitoyens. Et donc le gouvernement doit apporter son concours concrètement, pour accompagner, si vous deviez faire un appel ce soir, pour accompagner le mouvement face à cette angoisse qui apparaît aujourd'hui dans toutes ces familles, chez tous ces salariés, il y a, je crois, à apporter des éléments de réponse. Le gouvernement demain a une réunion de crise en fin de matinée. Et sur quels éléments? Puisque la réunion se prépare, vous devez avoir, je suppose, quelques éléments que vous allez vous-même demander. Des reclassements, une prise en charge de la formation, des primes relativement conséquentes pour ces salariés afin qu'ils puissent rebondir et s'engager dans une perspective de retrouver un emploi rapidement. Et je crois que tout ça nécessite une coordination à travers une plateforme spécifique que je souhaite de mes voeux. Et je demande qu'il y ait une plateforme spécifique qui soit instituée dans le Finistère sur toutes ces questions agroalimentaires aujourd'hui pour aider à la recherche de solutions pour l'ensemble de ces salariés. On a évoqué ce territoire, il y a aussi d'autres exemples. Encore ce soir, il y a Natixis qui va supprimer 700 à 1000 postes. Sur l'agroalimentaire. Il n'y a pas si longtemps, la France occupait le premier rang au plan européen. L'Allemagne est passée devant nous. L'Allemagne, il y a quelques années, avec M. Schröder, a opéré des réformes structurelles, allégeant notamment le coût du travail. Savez-vous que dans un abattoir dans l'Ouest, l'heure d'ouvrier coûte 10 € de plus que l'heure d'ouvrier dans un abattoir allemand? Et ceux qui mettent sur le marché la grande distribution les produits vont volontiers, dans ces conditions, s'approvisionner en Allemagne plutôt que chez nous. Donc il y a un manque de compétitivité. Oui, on a compris, oui.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour eh ces salariés? bien, il faut alléger les charges sociales pour qu'on retrouve cette compétitivité et repartir de l'avant. Je pense que l'Europe doit intervenir et fixer un niveau minimum pour les salaires. Il n'est pas normal aujourd'hui que l'Allemagne puisse faire appel à ses travailleurs de l'Est. Vous attendez vraiment encore quelque chose de l'Europe? Oui. Je pense qu'il y a rapidement à mettre en place un SMIC européen et à régler ce problème de distorsion de concurrence sur le coût de la main-d'œuvre. Jean-Luc Gombault, sur ce dossier très important. Oui, parce que je veux qu'en Allemagne, dans l'agroalimentaire, il n'y a pas de SMIC. Vous savez que dans certains... ce que je veux dire, c'est qu'en Allemagne, le SMIC, il n'y a pas de SMIC national, il y a un SMIC par branche, et il se trouve que dans cette branche particulière, il n'y a pas de SMIC. Donc, vous voyez bien le pas que vous avez à franchir sur la construction d'un SMIC européen. Le bon d'ailleurs, c'est même plus un pas. Oui, c'est même plus qu'un pas, c'est un bon. Donc la situation est assez grave parce que il y a aussi Alcatel. C'est-à-dire que ce qui est fascinant, c'est entre l'agroalimentaire tradition française, Alcatel industrie de pointe. Là, on voit bien qu'il y a des fissures, il y a des choses qui se passent qui sont assez graves. Et c'est vrai que ces gens, quand on leur dit la reprise est là, mais pour eux, on a l'impression que certainement, je crois, ça les choque. On a l'impression que là, il y a un problème. Oui, Jérôme Sainte-Marie. Oui, il y a un autre prolongement à ce qui vient d'être dit par rapport justement à l'attente par rapport à l'Europe ou la critique de l'Europe, c'est que aujourd'hui le sentiment européen se dégrade à une vitesse extrêmement rapide au sein de l'opinion, y compris de l'opinion de gauche. Et c'est vrai que la promesse qui a été faite lors de nombreuses campagnes européennes, notamment sur l'Europe sociale, cette promesse, et on l'entend à l'instant justement, n'a pas été tenue. Et les Français ne croient pas qu'elle le sera, ne serait-ce qu'avec la réélection, les élections qu'on a eues en Allemagne. Parce qu'on a évoqué beaucoup les cas malheureusement douloureux, il y a aussi des indicateurs positifs. On ne les a pas passés en revue, mais il y a aussi des indicateurs positifs qui sont aussi à mettre au crédit peut-être cette parole sur la reprise qui est là ou qui revient. Parce qu'on n'a pas fait la liste des deux côtés. François Marc. Les Français ne croient pas que ça va intervenir. Ça, c'est un constat d'opinion. En réalité, il y a un prochain sommet européen qui va être consacré aux questions sociales. Et il y a à faire avancer les choses. Depuis que François Hollande a été élu président de la République et qu'il a mis en avant l'exigence de la croissance, je crois qu'il y a beaucoup de pays européens qui aujourd'hui s'expriment dans le même sens que lui. Donc sur le SMIC européen, il faut procéder de la même façon. Il faut impérativement obtenir ça. Je voudrais terminer par un tour de table, puisqu'il nous reste quelques minutes, une minute d'ailleurs, pour vous demander si selon vous, les municipales, c'est un scrutin important qui arrive, va se jouer sur ce sujet économique, fiscaux, puisque François Fillon espère faire des municipales, dit-il, un référendum contre l'assommoir fiscal. Il a raison, Jean Arthuis? Je crois qu'il faut aussi que nous puissions réviser nos pratiques politiques. Est-ce qu'il a raison à ces petits jeux-là? De nationaliser un scrutin local. Je pense qu'il faut que les municipales répondent à des enjeux de développement local. Il est donc tort, François Fillon? Je pense qu'il se laisse trop facilement aller dans des jeux politiciens. Bon, c'est dit. François Marc? Je pense que les municipales de tradition en France sont sur des enjeux municipaux et des enjeux locaux, des enjeux de développement local. Nous verrons comment ça va se passer. Jérôme Sainte-Marie, généralement. Le deuxième thème, le premier ou le deuxième thème, d'après des sondages publiés notamment dans le Figaro récemment, montre que la fiscalité est en tête des motivations du vote cette fois-ci. Ce n'était pas le cas en 2008. Donc c'est vraiment sur la vague. Et avec la sécurité plus la fiscalité, c'est vrai que c'est pas très facile pour la gauche, d'autant plus qu'elle est sortante dans pas mal maintenant de municipalités. Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités du 22h. Merci d'avoir participé à ce débat. Et avant de clore ce journal, je vous propose, regardez, un détour par l'exposition universelle. C'était en 1900. Paris accueillait alors sa dernière exposition universelle, véritable locomotive pour le pays. Et justement, des parlementaires, des sénateurs souhaitent que la France soit candidate en 2025. On voit tout cela avec Julie Hulin. Des trottoirs roulants, une première ligne de métro, un petit et un grand palais, 50 millions de visiteurs. Nous sommes en 1900, Paris accueille l'exposition universelle, un événement qui n'a pas été réédité depuis. Et si la France déposait sa candidature pour 2025 ? Une idée lancée il y a 2 ans par le député maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromentin. La France a besoin, peut-être aujourd'hui plus que jamais, de retrouver un élan, de se remobiliser, de se recréer un rassemblement. L'idée, c'est d'avoir un territoire de projet qui soit nouveau. Paris a été le territoire de projet des expos du 19e siècle. Le Grand Paris doit être le territoire de projet des expos du 21e siècle. Et le Grand Paris, articulé avec ses métropoles, avec les grandes métropoles françaises.
Le concept, réemployer de façon éphémère les infrastructures du futur Grand Paris et les monuments existants des grandes villes françaises. La Tour Eiffel relookée par les Chinois, Versailles réinventé par le Brésil, chaque exposant se verrait attribuer un lieu pour une performance qui devrait faire appel aux nouvelles technologies. Là où quelques-uns qui nous écouteraient se diraient mais qu'est-ce que c'est que cette lubie de finalement deux élus locaux, les maires de Neuilly et d'Alfortville, qui auraient envie d'initier ce projet. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire au moment où on parle de crise, de compétitivité, de chômage? Eh bien, au contraire, ce projet ne peut être que fédérateur, un fédérateur économique, un booster d'aménagement du territoire. L'association Expo France 2025, créée pour soutenir cette candidature, s'est déjà attiré le soutien de grands acteurs économiques, politiques et universitaires. Objectif, être prêt pour le dépôt des candidatures en 2016. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, l'émission politique preuve par 3. L'invité, c'est le patron du Modem, François Bayrou. Belle soirée, à demain, avec plaisir, naturellement.